protestataires, ils ne trouveront plus de place, ils resteront debout. Hein, mais on a des genoux, monsieur. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Hein. C'est sûr, on essaiera. Merci d'abord à tous d'être venus aussi nombreux ce soir, ça fait plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça montre que dans cette ville, il est quand même en train de se passer un petit peu quelque chose, qu'il y a un mouvement qui apparaît. Toutes mes félicitations pour venir entendre parler de politique en ce moment. Il faut avoir le cœur bien accroché avec tout ce qui se passe. On est quand même perturbés, un peu secoués tous, et les choses sont un petit peu difficiles à vivre, c'est vrai, mais elles vont aboutir. Voilà, et donc je vais vous parler ce soir avec Brigitte des élections législatives des 11 et 18 juin, auxquelles je suis, avec Brigitte, candidat. Ces élections législatives, pourquoi une candidature? Pourquoi une candidature de ma part à ces élections législatives? Mais écoutez, essentiellement, parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'alternatives politiques dans ce pays. On n'a jamais eu autant besoin de renouveler les cadres et d'avoir des gens un petit peu différents. À l'heure actuelle, les grandes parties de pouvoir traditionnelles sont complètement déstabilisées. On le voit dans tous les sondages à l'heure actuelle. Tout le monde est un petit peu dans l'incertitude. On ne sait pas comment va se terminer cette élection. C'est la première fois depuis longtemps qu'on est aussi indécis. Et je pense que cette incertitude va nourrir, dans les temps qui viennent, une abstention tout à fait considérable. Traditionnellement, pour les élections présidentielles, l'abstention est de l'ordre de 20%. On nous annonce 35, voire 38% d'abstention. C'est-à-dire 5 millions de plus de personnes qui vont plus se déplacer pour aller voter. 5 millions de personnes qui vont peut-être quand même se déplacer, qui vont peut-être changer d'avis, qui vont peut-être faire autre chose, ce qui renforce encore cette incertitude absolue que l'on a autour de nous. Alors, tout ça fait qu'on sent que c'est aucun des 5 grands candidats qui va pouvoir, demain, révolutionner les choses. Les uns n'auront pas de majorité, les autres auront été un petit peu marqués. C'est toute l'importance, cette année, des élections législatives qui vont arriver 4 semaines après. Et c'est là où il va falloir constituer une majorité. Moi, je suis pour qu'on constitue une majorité de la droite et du centre, mais fait de députés neufs, de députés actifs, de députés présents sur le terrain, qui renouvellent un petit peu les éléments. Moi, je dis, si on veut que ça change, il faut changer de député. Alors, cette évolution nationale se retrouve bien sûr à Toulon. On sait qu'à Toulon, on a un risque majeur du Front National. Si on extrapole les derniers résultats des dernières régionales du 2e tour, on sait qu'il y a 4 circonscriptions, au moins sur 8 dans le Var, qui étaient en grand péril. Et Toulon n'est pas du tout à l'abri. Donc pour ça, je pense que pour combattre le Front National, il faut une énergie, une volonté, il faut un député actif et un député qui a envie de se battre. Moi, j'ai envie d'être l'alternative de la droite et du centre dans cette circonscription. Donc un combat contre le Front National qui, à mon avis, est important. Combat des idées un petit peu, mais surtout, parce que pour ma part, vous le verrez, je vais vous l'expliquer après, je suis quand même plutôt pro-européen, donc c'est un élément sur lequel on bute complètement dans la discussion, même si parfois ils ont eu effectivement des idées à la base au début qui n'étaient pas si mauvaises que ça, et que personne n'écoutait, qu'on aurait dû écouter les uns les autres peut-être un petit peu plus tôt. Voilà donc un petit peu l'orientation qui est. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, je souhaiterais vous présenter un petit peu mon équipe. Ils sont souvent par là, ils sont disséminés, mon directeur de campagne Morgane et Maginot, et surtout ma suppléante Brigitte Sacher, qui fait la gentillesse de se joindre à moi pour ce combat, et à qui je vais laisser la parole. Elle aura l'occasion de se présenter un petit peu, et puis je me permettrai moi aussi de me présenter un peu après pour ceux qui ne me connaissent pas bien. J'ai 2 idées qui me viennent à l'esprit. D'une part, je dirais une citation de quelqu'un que vous connaissez, qui est Camus, qui a dit de son temps que la société politique contemporaine, à son époque, était déjà une machine à désespérer les hommes. Et je dirais aussi autre chose, et c'est peut-être ce qui m'a poussée à accepter sans aucune hésitation d'être la suppléante de Philippe, c'est que quelqu'un que vous connaissez aussi, qui était Aristide Briand, qui a dit que la politique, c'est l'art de concilier le désirable avec le possible. Et je dirais que là, ce sont 2 mots qui m'ont permis de réfléchir et qui m'ont permis de dire oui à Philippe, parce que
dans ce qu'il propose et dans ce qu'il proposait, dans son projet, il y avait quelque chose de cohérent, de juste. Il y avait aussi une expérience qui était le support, je dirais presque essentiel de son projet, de ce qu'il va vous indiquer. Mais aussi il y avait une volonté claire, un engagement, quelque chose d'humaniste qui est important dans des temps aussi troublés que le nôtre. Et tout ça font qu'à un moment donné, je me suis posé la question, et je pense que tout le monde peut se poser la même question, est-ce qu'on veut être un citoyen paisible dans ses certitudes, voire ses incertitudes, ou être un citoyen créateur et actif, et participer à un projet, et avoir un certain engagement. Et c'est ce que j'ai choisi, parce qu'en plus il y avait une équipe formidable, des gens qui amènent et qui participent avec une belle énergie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, et j'ai dit oui à Philippe. Alors ma participation, c'est ma personne. Ma personne, c'est je suis une femme, je suis mère de famille, je suis active dans la société, je suis avocat à Toulon, j'ai fait mes études à Toulon, je suis de Toulon. J'ai, comme certains et comme la plupart d'entre vous, connu les lycées, les collèges de Toulon, de Péresque à Dumont-d'Urville, mes études aussi en partie à Toulon. Et je connais Philippe depuis longtemps, je partage des idées, et c'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme aussi que j'ai répondu oui à sa proposition. Merci Brigitte pour ces mots très gentils. Bon, ben, je vais parler un petit peu de moi, excusez-moi. Donc j'ai 64 ans, je suis marié, papa de 2 grands garçons qui sont plus sur Toulon. J'ai fait mes études, mon père était un petit commerçant du centre-ville, mes 2 grands-pères étaient officiers de marine, on est un peu tous marins dans cette ville, quelque part. J'ai fait mes études d'abord à Pérez, puis du Mont-d'Urville comme tout le monde, puis je suis parti à Marseille faire mes études de médecine, j'étais interne et chef de clinique. Je suis revenu pour être chef du département de cardiologie de l'hôpital de Toulon et président du comité départemental d'éducation pour la santé. Et c'est à l'hôpital que j'ai rencontré Hubert Falco, au conseil d'administration de l'hôpital, qui m'a demandé d'être son premier adjoint. Donc j'ai été premier adjoint pendant 7 ans. J'étais ensuite conseiller général. Et pendant 15 ans, j'ai été adjoint à l'urbanisme de la ville. Je me suis beaucoup intéressé à l'urbanisme à tous les niveaux. Au niveau du conseil général, j'étais président du CIE du Var, la sorte d'agence d'urbanisme du département. Au niveau d'agglomération, je me suis occupé du schéma de cohérence territoriale des 32 communes dont j'étais le premier vice-président en charge du SCOT littoral. Donc je me suis beaucoup intéressé aussi au littoral, et tout ce qui concerne le maritime un petit peu dans notre ville et dans notre secteur. Voilà pour ma filière un petit peu. Point de vue étiquette politique, ben, j'étais à l'UMP. Quand j'étais à l'UMP, on pouvait avoir les 2 appartenances. J'étais président du Parti radical. Puis après, l'UMP a un petit peu explosé. Le Parti radical est parti d'un côté, les Républicains de l'autre. Voilà. Et donc, moi, je me présente aujourd'hui sans étiquette. Voilà. Alors, sans étiquette, ça ne veut pas dire sans orientation, comme vous l'avez compris, comme je l'ai décrit, et pas sans volonté de faire des choses. J'ai des amis que je suis, j'ai des amis nationaux que je suis, j'ai soutenu Bruno Le Maire pendant les primaires, et je ne suis pas quelqu'un de seul et d'isolé, et loin de là. Alors, depuis que la candidature a été mise en place, j'ai fait un petit peu le tour de la ville, je rencontre de plus en plus de Toulonnais, et je leur pose un peu le même genre de questions à tous. Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, s'il ne va pas, tout le monde dit que ça ne va pas, c'est sûr. Pour savoir ce que l'on veut exactement, c'est un petit peu difficile d'avoir une réponse, d'autant plus qu'on va vers les extrêmes, point de vue orientation. Mais par contre, quand on leur parle de leurs hommes politiques, là, immédiatement, ils savent tout à fait ce qu'ils veulent. Ils veulent des hommes politiques qui soient courageux et qui soient surtout propres. Ils veulent de la morale. Alors, le courage, je pense que par ma candidature, je suis en train d'en faire la preuve, vu les réactions qu'il y a eu et tout ça. La morale, c'est devenu, je pense, le pilier de la politique future. Parce que je crois que le ras-le-bol que les gens de la politique vient de comportement d'un certain nombre d'élus qui est devenu absolument intolérable et qui fait qu'on a ce rejet absolument énorme. Dimanche, quand je me promenais rue Lamalgue, on a distribué quelques tracts. On avait 60% des gens qui nous disaient « Je ne veux plus entendre parler de politique ». Et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, je dis toujours qu'en politique, il faut 3 choses. Il faut une morale, une vision et un projet. La morale, on vient d'en parler, je crois que c'est incontournable, c'est pas la peine de s'étaler dessus. Et puis, il vaut mieux en faire plutôt que d'en parler.
c'est plus sûr, voilà. La vision, ben, ma vision, moi, elle est simple, hein, elle est libérale, mais sociale, elle est européenne et écologique. Et mon projet, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un député présent et actif. Présent et actif à Paris, mais présent et actif aussi dans sa circonscription. Alors c'est quoi le rôle d'un député? Ben, le rôle d'un député, c'est de faire les lois, de fabriquer les lois. En les votant ou en ne les votant pas. En déposant des amendements et en travaillant en commission. Moi je considère qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup trop de lois. Il y a une actualité, on réagit instantanément, on fait une loi à la va-vite. Et puis toutes ces lois sont souvent mal faites. Moi je pense qu'avant de déposer un projet de loi, on devrait faire avec une commission de techniciens spécialisés une évaluation des lois existantes. Supprimer celles qui ne servent plus à rien, fusionner celles qui vont dans le même sens, simplifier, rendre les choses compréhensibles et lisibles pour nous tous, tout simplement. Ce qui est la première base de la démocratie, c'est que quand même la loi soit comprise par les citoyens. D'abord, bien fabriquer la loi en évaluant ce qu'il y a avant. Ensuite, faire des décrets d'application. Une loi qui n'a pas vu ses décrets d'application sortir au bout de 6 mois, ben qu'elle disparaisse, ça ne sert à rien. Et troisièmement, une loi, il faut vérifier après qu'elle fonctionne. Pourquoi 4 ou 5 ans après, on n'évalue pas une loi quand elle a été mise en place? Et je pense que c'est un rôle qu'on pourrait donner au Sénat. On se pose toujours la question de quoi sert le Sénat. Ben là, ça serait quelque chose de tout à fait efficace. Donc le premier rôle du député, bien sûr, c'est de faire la loi. Le deuxième, c'est de contrôler le gouvernement. C'est ce que devrait faire tout le monde. Et ce qu'on voit, c'est ce que les socialistes n'ont pas fait. Quand il y a eu tous ces frondeurs qui sont partis billes en tête, là, quand il s'agit de faire tomber le gouvernement, parce qu'ils pouvaient le faire après le 49-3, ils pouvaient faire tomber le gouvernement, ben, ils ont tous préféré protéger leur circonscription, leur réélection, et ainsi de suite, plutôt que de faire leur vrai travail de député. Et c'est là que je dis qu'il faut qu'il y ait des députés qui aient du courage à un moment et qui portent leurs convictions. Donc deuxième élément, contrôler le gouvernement. Troisième fonction qu'on a complètement oubliée, c'est le contrôle des finances publiques. Il y a 577 députés. À 577, on peut quand même se partager le travail et surveiller tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des années? On se pose un petit peu la question. Et quatrième rôle du député, c'est bien sûr de rapporter les choses dans sa circonscription, de ramener de Paris le travail que l'on fait. Et à l'heure actuelle, avec les techniques modernes, c'est pas très difficile. Hein. Il y a des sites internet, il y a Facebook, il y a Twitter. On a un président des États-Unis qui tweet toutes les 5 minutes. Quand on est député, à mon avis, on peut le faire. Ça ne pose pas de vrais problèmes. Donc, tenir au courant et venir rapporter les choses, être en permanence en contact avec sa circonscription pour faire ce travail de lobbying qui est fondamental pour défendre sa circonscription, pour se battre, pour obtenir des moyens, pour faire, notamment, on reparlera tout à l'heure de développement économique, mais on a quand même autour de l'armée un développement économique tout à fait fondamental, qui est vital pour l'économie de notre ville. Ben, ça a besoin d'être soutenu au niveau national, ça a besoin d'être porté. Voilà donc en quoi je vois la fonction. Alors, mes idées ou ce que je pense, parce que quand on brille un peu de député, on n'a pas un programme, c'est quand on fait l'exécutif qu'il y a un programme. On a des idées, et mon minimum de choses, c'est que je vous les expose. Et quand je fais le tour de Toulon à l'heure actuelle, j'essaie d'évoquer un certain nombre de thèmes. L'économie et l'emploi, la sécurité, l'habitat, l'Europe, la transition écologique, la réforme de la vie publique, ou plein d'autres sujets. Alors ce que je vous propose qu'on fasse ce soir, c'est que je ne sois pas le seul à parler, et comme on l'a mis sur certains de nos tracts, on est là aussi pour qu'il y ait des questions. Donc, vous voyez, j'ai énoncé quelques thèmes, on peut même en aborder d'autres. Si vous voulez qu'on commence par un de ceux-là en priorité, si ça intéresse quelqu'un en priorité, on peut commencer. Autrement, on peut commencer par d'autres, ou autrement, j'enchaîne. Est-ce que quelqu'un a une préférence? Oui. Non, moi je voudrais juste que vous rajoutiez la vie culturelle. Ah, la vie culturelle. Dans votre... Oui, non, mais la liste n'était pas exhaustive. Oui, oui. On peut commencer par ça. Hein. C'est vrai qu'habituellement, je ne commence pas par celle-là, et c'est peut-être un temps. Alors, la vie culturelle, moi je crois que c'est fondamental, parce que la culture, c'est ce qui permet de découvrir l'autre, de se rencontrer, de faire qu'il y ait des cultures aussi qui se rencontrent, le fait que l'on souffre aux autres. Donc c'est tout à fait fondamental, à mon avis, dans un pays. C'est aussi fondamental d'ailleurs que l'éducation et que l'enseignement. C'est les piliers du devenir de notre société propre. Alors en France, on utilise à peu près 1,5% du PIB dans la dépense pour la culture. C'est certainement pas suffisant, il faudra augmenter, mais on sait que le contexte actuel n'est peut-être pas très favorable pour montrer ces éléments.
Moi, je crois qu'il faut se tourner de plus en plus aussi vers des cultures un petit peu différentes. Il y a les cultures traditionnelles, telles qu'on rencontre à l'heure actuelle, qui sont tout à fait notables et reconnues depuis longtemps, mais s'ouvrir aussi peut-être à des cultures différentes, faire des choses hors les murs par rapport à un certain nombre de musées et d'éléments de cet ordre-là, faire aussi je pense que toutes les activités du vivant qui sont dans la rue, méritent aussi d'être prises en compte. Et ça, c'est une volonté. Il se trouve que la politique culturelle tient plus de l'exécutif en France que du législatif. Parce qu'on a quand même une législation qui est assez bien faite. La liberté de la culture est quand même écrite en annexe de la Constitution. C'est loin d'être négligeable. Je crois que c'est le seul pays au monde où ça existe. On a l'exception culturelle qui est quand même quelque chose de majeur. On a un ministère de la culture, tous les pays n'en ont pas, avec tout ce qui tourne autour, bien sûr, des arts du vivant, de la peinture et de la sculpture, et ce qui tourne aussi autour du patrimoine, les directions du patrimoine, les directions aussi des techniques cinématographiques, vidéo ou numériques. On a quand même une structuration qui est assez bien faite. Du point de vue législatif, moi j'en ai parlé avec quelques personnes qui sont des grands spécialistes de la culture. Ils disent, du point de vue législatif, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire dans la culture, parce que le plus important a été fait. Il y a peut-être des détails à modifier ou améliorer, mais par contre, du point de vue exécutif, là, les gouvernements ou les exécutifs locaux ont des... Je pense que les éléments les plus importants dans notre pays, c'est l'inhomogénéité et l'absence de répartition équitable de la culture dans le pays. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Paris, qui pourraient être délocalisées de temps en temps. Pourquoi pas une grande exposition faite à Paris qui ferait 4 ou 5 grandes capitales régionales. Bon, en plus, c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais 4 ou 5 grandes capitales régionales pour répartir ça un petit peu au-dessus de la province et donner un petit peu de dynamique. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. Si vous voulez des précisions ou autre, non? Ouais, excusez-moi, j'aimerais bien qu'on reparle d'un thème que vous avez évoqué, c'est la ville. Comment dire, la ville et la manière dont les habitants vivent. Aujourd'hui, il s'avère, bon, moi je vis dans cette ville depuis 30 ans, aujourd'hui il s'avère que le Morillon c'est un quartier qui est devenu un peu un petit refuge, alors qu'avant on vivait au cours Lafayette, chose qui aujourd'hui semble complètement inimaginable. Et donc aujourd'hui je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous avez comme vision dans la ville, sur la manière de rendre un peu plus homogène. Au sens général du terme, dans la ville, il y a deux grandes choses. Il y a ce qu'on appelle l'urbanisme, qui est la construction de la ville elle-même. Comme je dis, j'en ai fait pendant 15 ans. Et il y a l'évolution de ce qu'on appelle la politique de la ville. Voilà. Alors, l'urbanisme des villes actuel, c'est un peu dramatique en France, parce que je pense que, pas au siècle précédent, mais celui d'avant, au 19e siècle, les grands choix urbanistiques en France et d'organisation des villes n'ont pas été faits. Quand on va en Allemagne, quand on va en Belgique, quand on va en Autriche, on voit des villes beaucoup mieux structurées que ne sont les nôtres. Donc, les nôtres se sont développées un peu n'importe comment, avec des banlieues un petit peu différentes. Je crois que pour revenir à notre région, ce qui est important, c'est que la ville ne s'étende pas trop et ne gâte pas notre vraie richesse, qui sont nos paysages, qui sont nos côtes, qui sont tout ça. Donc on se doit, pour éviter qu'elle s'étale, de reconstruire la ville sur la ville. Et reconstruire la ville sur la ville, alors on dit toujours, vous allez densifier, ça va être abominable. Moi je pose toujours la même question aux gens, qu'est-ce que vous préférez, la densité du Mourion ou la densité de la Beaucaire? Tout le monde me répond le Mourion, bien sûr, hein. Mais c'est la même densité, c'est exactement la même densité, mais c'est pas construit de la même manière. L'une des plus belles structures quand même urbanistiques qui a été créée dans les villes, c'est la structure haussmannienne, qui était quand même vue à Toulon, on a eu le droit à Haussmann avant Paris, qui est quand même avec une forte densité d'habitation, des choses de meilleure qualité qu'on ait faites jusqu'à maintenant. Et quand on voit même les grandes villes nord-américaines, ils les reproduisent, bon à l'américaine avec un peu plus d'étages que chez nous, mais ils les reproduisent de la même manière, parce qu'on y vit bien. Voilà. Donc il y a la structure urbanistique. Le deuxième élément qu'on doit faire évoluer, et ça c'est plus de l'écologie, c'est de faire qu'on puisse, dans les nouveaux quartiers qui vont pousser, travailler, consommer et se loger au même endroit pour se déplacer le moins possible, et donc pour polluer le moins possible. Alors après, l'autre côté de la ville, c'est la politique de la ville. La politique de la ville, c'est ce sandwich abominable, vous savez, on vous met une pincée de ville, un peu d'agglomération, un peu de département, un peu de région, un peu d'État, un peu d'Europe, pour trouver des subventions, pour faire des politiques qui sont décidées on ne sait pas trop comment, avec de l'argent qui est distribué à des associations, certaines qui sont merveilleuses, qui devraient être encore plus aidées que là,
D'autres, on se demande à quoi elles servent, si ce n'est peut-être s'auto-financer pour quelques emplois ou des choses où l'argent public n'est peut-être pas dépensé. Bon, c'est toujours bien d'employer des gens, hein, c'est sûr, c'est de les laisser sur le carreau, mais l'argent public, il doit quand même être utilisé le mieux possible. Et à ce titre-là, je pense qu'on a un énorme travail qui est en train de faire. Je crois qu'il faut gommer complètement la politique de la ville telle qu'elle est faite et reprendre les choses peut-être avec une délocalisation plus importante des décisions et une décentralisation plus importante au niveau des villes. Alors, pour ce qui est de Toulon même, là on déborde un petit peu des législatives, si vous voulez. Toulon, c'est une ville qui est construite à l'envers. Il y a des quartiers autour qui sont magnifiques, et on a un centre-ville qui est ce qu'il est. Voilà. C'est l'histoire qui a voulu ça. On va dire ce qu'il est, il faut dire ce qu'il est. Voilà. Ce qu'il est, mais précisons. C'est 000, pourri, dégueulasse. Moi j'aurais souhaité, j'avais eu quelques projets que j'aurais aimé qu'on puisse développer, puis ça n'a pas été possible parce qu'on ne m'a pas suivi, tant au niveau des Halles qu'au niveau de l'Équerre, il y a quelques années qui auraient pu injecter. Je crois que ce qu'on n'a pas fait du point de vue commercial en cœur de ville, ben finalement ça se fait maintenant avenue 83. Voilà, et c'est une erreur. Et je pense qu'il faut, à Toulon, il faut trois choses. Il faut, continuer à conforter le pôle de compétitivité. Je ne vais pas en dire du mal, c'est mon cousin Bernard Sens qui l'a créé, le pôle de compétitivité, qui était le premier président, l'ancien directeur de DCN, qui est l'élément fondamental qui joint l'armée, l'université, et les sciences et les industries autour d'un projet commun de développement. Je crois que pour que la ville se porte bien, il faut qu'elle devienne de plus en plus riche, parce qu'on est une ville pauvre, et donc le pôle de compétitivité pour ça est tout à fait fondamental. Deuxième chose, c'est le tourisme. Dans Toulon, on a deux villes. Hein. On a une ville qui va de Brégaillon jusqu'à la préfecture maritime, qui est la ville maritime. On a une autre ville en bord de mer qui est une ville touristique. Donc il faut la développer. Il y a un déficit d'hôtels qui est considérable. Il faut bousculer les choses pour avoir des hôtels un petit peu mieux implantés et nouveaux. Et donc le tourisme, et essayer de diversifier. Là, la culture joue un rôle fondamental pour avoir un tourisme qui ne soit pas que d'hiver, qui soit d'été. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé avec un ami professeur de cardiologie. On était à Vienne, justement, à l'opéra, et il me disait, mais je suis allé à Toulon, je suis descendu de Paris pour voir un opéra à Toulon, je l'ai raconté à mon ami Claude-Henri Bonnet, il était emballé complètement. Donc si on a une vie culturelle intense dans notre ville, on aura aussi un tourisme d'hiver, on aura un tourisme de toutes les saisons, parce que à n'importe quelle saison, notre pays est quand même attractif. Ça, c'est la deuxième. Et après, il y a l'activité commerciale. Et l'activité commerciale, c'est celle du centre-ville, qui est en déshérence totale à l'heure actuelle. Hein, je veux dire, je crois qu'il faut admettre. C'est un problème national, mais il y a un problème local qui est indiscutable. Et là, je pense qu'il faut relancer de grands projets. Moi, je vous dis, à un moment, j'avais voulu qu'on transforme les halles actuelles, qui vont d'ailleurs devenir un petit hôtel, qu'on rouvre les halles et qu'on en fasse un élément de visualisation de tous les produits du département, avec les aides et les subventions du département, sur 3 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée et premier, avec des activités culturelles qui pourraient se faire dedans et artistiques, et de la consommation sur place et de la vente, comme on connaît dans les halles magnifiques qui sont ceux de Lyon. Voilà. Donc ça, sur l'Équerre, au lieu de laisser une place vide, moi j'aurais mis un grand ensemble commercial qui aurait tiré toute la ville derrière. Mais quand j'ai proposé ça, on m'a dit tu vas faire un deuxième Mayol. Ben oui, il aurait mieux valu avoir un deuxième Mayol que le Mayol l'avoir à avenue 83. Non, mais après, en centre-ville, il faut de la sécurité. Là, aujourd'hui, les croisiéristes ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que... Et après, la sécurité, on voit les grands bateaux sur le quai qui s'en vont, et je crois qu'il faut investir à fond dans la sécurité. Mais en quoi moi, je fréquente... Oui, mais quelle insécurité? Moi, je fréquente la ville de Toulon tous les jours, la journée. Il n'y a pas d'insécurité. Madame, sortez un peu. Quand on parle... Mais les croisiéristes, à 17h, ils embarquent sur leur bateau. Mais madame, je suis croisiériste. Je suis croisiériste. Donc à 17h, ils sont plus en ville. On va repartir un petit peu sur la sécurité, si vous voulez, plutôt que laisser un débat interne. Je crois que la sécurité... Dans la journée. La sécurité, c'est souvent... Il y a deux choses. Il y a l'insécurité, l'incivilité et le ressenti. L'incivilité et le ressenti. Des incivilités, on en voit tous les jours, et du ressenti, on en a un qui est très, très, très désagréable. L'insécurité propre, physique, elle est limitée, mais il y a une insécurité des biens qui n'est pas négligeable. Les gros bateaux qui étaient devant la mairie, ils sont partis parce qu'on leur fracassait les choses tous les 15 jours, quand on allait leur voler les éléments. Et ça c'est une catastrophe, c'est une perte pour la ville qui est absolument énorme. Moi, je voulais demander, j'habite la place de la Liberté, et si on veut aller le soir, sans prendre sa voiture, aller sur le port, ou aller éventuellement à la salle de Mayol, je ne me rappelle pas, c'est pas le Zénith, c'est ça. Voilà. Comment fait-on? On ne peut pas passer par la place. Vous n'y allez pas.
Et voilà, et depuis des années. Voilà, Et depuis c'est ça. des années. Donc on ne peut pas, je veux dire, moi je suis une femme seule, on ne peut pas y aller, c'est pas possible. Moi, je suis pour une tolérance zéro. Il y a une ville qu'on connaît tous, qui est New York, qui était une ville absolument impossible. Moi, j'ai connu New York à une époque où on ne pouvait pas partir dans une ruelle sombre. Puis il y a un maire qui est arrivé, Giuliano, qui est arrivé en disant tolérance zéro. On tape et on se dit. Eh bien, il y a des quartiers entiers qui ont été nettoyés, qui ont été propres. Mais il faut, à un moment, il faut mettre des moyens, il faut mettre les moyens d'une manière considérable. Bon, on a en plus la sécurité à l'heure actuelle qui est liée à la sécurité du monde. Hein, je veux dire, on peut faire d'une pièce de choses. Je crois que c'est très, très important. Parce qu'on ne peut pas passer par un plaza, on ne peut pas passer par le cours Lafayette, on ne peut pas passer par la rue d'Alger. Donc on ne peut passer. Donc il faut se déplacer en voiture comme ils sont obligés de faire au Brésil. Et comment on fait pour se garer quand on arrive le soir au port? Tout à fait. On ne peut pas. Un autre sujet qui vous intéresse? On parle un peu de développement économique, si vous voulez, ou non? Oui. Je trouve qu'on critique beaucoup Toulon. J'ai été absente pendant 13 ans. J'ai quitté parce que ce sont des efforts qui ont été faits par les élus. Je vous remercie, madame, parce que le plan des façades, c'est moi. Non, je ne vais pas dire le contraire. J'ai travaillé pendant 15 ans dans cette ville d'une manière efficace et tout. On a fait des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire plus, on peut faire mieux encore, et on se doit de relancer un petit peu des projets pour l'avenir. Si vous voulez, on va repartir sur des sujets un petit peu plus nationaux, l'économie et l'emploi, si ça vous va. Alors, l'économie et l'emploi, moi je considère que c'est complètement lié. Dans une économie libérale et ouverte, les deux vont ensemble. Alors bien sûr, il y en a qui proposent de se replier sur nous, de fermer les frontières, de se replier sur nous. On peut tout à fait finir comme la Corée du Nord ou l'Albanie, ça ne pose pas de problème. Moi je pense que l'économie libérale, avec tous les défauts qu'elle a permis au monde de s'enrichir. On s'en rend peu compte en France et pas tellement en Europe, mais l'ensemble du monde s'est enrichi ces dernières années et la misère globalement a reculé, la mortalité infantile, tout ça a reculé dans le monde. Donc l'économie libérale, toutes les grandes études le démontrent, ont apporté quelque chose indiscutablement à la planète, avec d'autres défauts aussi, qu'on pourra revoir notamment écologiques, mais apporté un plus. Alors, libéral oui, mais pas libéral n'importe comment. Une économie libérale, elle se doit d'être surveillée, elle se doit d'être régulée. Et c'est le rôle de l'État de réguler l'économie. Le problème en France, c'est qu'on a un État en qui on ne peut pas avoir trop confiance, parce qu'il nous fait un peu n'importe quoi. Ça fait 30 ans que nos députés de droite et de gauche, tous gentiment, les sénateurs en même temps, lèvent la main ensemble pour voter des budgets en déséquilibre. C'est-à-dire en déséquilibre sur le fonctionnement. C'est-à-dire comme si chez vous, vous empruntez pour acheter la maison, ça va. Vous empruntez pour acheter la voiture, c'est encore raisonnable. Mais le jour où vous commencez à emprunter pour manger ou pour vous habiller, là ça devient tout à fait grave. Et c'est ce que fait l'État. Et qu'il interdit de faire aux collectivités locales. Parce que dans les collectivités locales, on a le droit d'emprunter pour investir, mais on n'a pas le droit d'emprunter pour le fonctionnement. Donc un État, malheureusement, qui ne joue pas son rôle de régulation. Et on aboutit donc, cumulé plus cumulé, à une dette de 2200 milliards d'euros, pardon, de dette, ce qui est absolument considérable, ce qui fait une dette pour chacun qui est absolument énorme. Alors c'est un grave problème qui pour l'instant est temporisé parce que les taux sont très bas à l'heure actuelle, mais ça ne va pas durer. On aurait pu peut-être le régler un peu avant. Là, on s'est trouvé comme excuse l'insécurité et la nécessité d'augmenter les budgets militaires. Le coup d'avant, on avait dit c'est la crise, mais par exemple, du temps de Chirac, pauvre M. Chirac, lui, il n'avait pas d'excuse. Il aurait très bien pu diminuer la dette à un moment. Il a préféré injecter l'argent dans la consommation, dans tout ça, la relance par la consommation, qui n'a rien donné, parce qu'on fait quand on fait de la relance par la consommation, on achète des produits en Chine ou ailleurs. Donc ça n'apporte pas grand-chose au pays. Donc cette dette n'a pas été réglée, elle est toujours là, et on a toujours cette menace sur le dos. Mais ce n'est pas le plus gros inconvénient du pays. Pour ma part, je l'ai toujours dit, le plus gros inconvénient du pays, c'est qu'on a une balance des paiements qui est en déséquilibre. De l'ordre de 80-90 milliards à peu près, alors que, je vous dis les chiffres globalement, ce n'est pas exactement les chiffres vrais, c'est de l'ordre de 120-130 milliards en positif pour les Allemands, à qui on se compare toujours. Mais là, on pourrait se comparer quand même aux Espagnols et aux Italiens, qui tous les deux ont des balances de paiement positifs. Ou même, tout simplement, aux Belges ou aux Luxembourgeois, qui ont des balances largement positives. Donc sur ce plan-là, ça nous pose un vrai problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on achète plus que ce que l'on vend. Quand on achète plus que ce que l'on vend, qu'est-ce qu'on fait? On s'appauvrit. Et quand on s'appauvrit, qu'est-ce qu'on fait? On vend les bijoux de famille.
Et les bijoux de famille, c'est les grandes entreprises du CAC 40, c'est les grands hôtels, c'est les grands clubs de foot, c'est les lignes aériennes, c'est tout que l'on vend au bout d'un moment, et les aéroports qu'on est en train de vendre aux étrangers. Donc on ne pourra pas continuer comme ça. Donc il faut absolument relancer l'économie. Pour relancer l'économie, je pense qu'il y a une cible majeure qui peut faire redémarrer les choses, c'est les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas les entreprises du CAC 40, celles-là, elles ont fait leur vie, elles ont fait tout ça. C'est celles-là qui vont créer des emplois, c'est celles-là qui vont développer l'économie. Donc il faut les aider. Financièrement, bien sûr, en diminuant les charges, mais aussi, surtout, en diminuant la pression administrative et en les aidant, en les accompagnant pour l'exportation. Il faut qu'on les accompagne pour l'exportation et qu'on ait en France, enfin, on n'en a plus depuis Pompidou, une vraie politique industrielle que l'on n'a plus. Voilà, donc je pense que par la relance économique, on peut augmenter, on n'aura pas des chiffres délirants, on le sait, mais augmenter un petit peu la croissance, créer des emplois, plus que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et bien sûr, pour lutter contre le chômage, il faut l'économie et création d'emplois, mais l'élément fondamental, c'est la formation. La formation, c'est 35 milliards par an qui sont distribués à l'heure actuelle dans les entreprises, publiques ou privées, et on sait très bien tous, quand on a travaillé dans de grandes entreprises, que c'est souvent utilisé un peu à n'importe quoi. Donc cet argent pourrait être partiellement redéployé auprès de ceux qui en ont le plus le besoin, à savoir les demandeurs d'emploi, pour les remettre dans une formation. Après, bien sûr, il faut modifier les législations. Je crois que je ne vais pas rouvrir le débat sur les CDD et CDI qu'on a eu dans la loi travail, mais on ne peut pas continuer avec plus de 85% d'embauche avec des CDD. C'est pas tenable, c'est pas viable pour notre jeunesse. Et pour les petites et moyennes entreprises et les libéraux, le RSI, qu'est-ce que... Le RSI, c'est une monstruosité, c'est une même monstruosité que le logiciel qu'il y avait pour payer les militaires. On a connu deux grandes monstruosités en France, il y en a une par écrit qui est en train de se régler, j'espère que c'est vrai. Le RSI, il faut définitivement le fermer, il faut momentanément intégrer les gens dans le régime général, le temps de faire une discussion calme et sereine, pour pouvoir réorganiser quelque chose. Moi, mon père était un petit commerçant, donc je connais les difficultés et ce qui a été vécu, hein, voilà, et les souffrances. D'autres questions, d'autres thèmes qui vous intéressent? Peut-être la réforme de la vie publique? La réforme de la vie publique, c'est intéressant en ce moment. Hein. Moi, je considère que l'État doit se recentrer sur ces trois fonctions régaliennes. La justice, la police et l'armée. La justice notamment, en 2011, l'État a été condamné 13 fois pour la lenteur de sa justice. Preuve que, la justice doit être réformée et qu'on doit lui donner les moyens qui sont nécessaires pour qu'elle fonctionne correctement. Alors, si on veut donner des moyens aux grandes fonctions régaliennes, il faut s'occuper bien sûr du reste et faire des économies. Et pour ça, il faut avoir une structure politique qui tienne debout. Alors, commençons par le plus haut. Le président de la République, moi je pense que la meilleure idée, c'est une idée qu'a eu Mitterrand, c'est peut-être la seule bonne qu'il ait eue, mais malheureusement il ne s'est pas appliqué. C'était le septennat non renouvelable. Je crois que le septennat non renouvelable donne une distance au président, une élévation telle que l'on souhaite dans ce pays, ce qui n'empêche pas de le prendre par exemple 9 ans derrière au Conseil constitutionnel, ce qui lui fait quand même une carrière de 16 ans devant lui, il a toute la sérénité pour pouvoir faire le travail complètement. On maintient bien sûr le renouvellement de la Chambre tous les 5 ans, ce qui fait qu'on a un mandat a priori théorique de 5 ans pour un Premier ministre. Donc on dissocie les deux fonctions, on redonne son vrai pouvoir au Premier ministre, qui s'entoure d'une équipe minimale, d'une douzaine de personnes. Moi, à mon avis, je trouve que c'est suffisant. Et, si possible, qui annonce le plus tôt possible à l'avance, avant les élections, l'équipe qui va avoir. Pourquoi? Parce qu'on a eu un Premier ministre qui est venu ici il y a quelques années et qui nous a raconté qu'il ne s'attendait pas à être Premier ministre. Et un jour, il a eu un coup de téléphone du président, il a dit, ben voilà, demain, tu es Premier ministre. En 48 heures, il a dû trouver 50 ministres et secrétaires d'État, et dans la semaine, il a dû trouver 50 collaborateurs. Vous comprenez que quand c'est fait dans l'improvisation comme ça ne peut pas obligatoirement être fait tout à fait sérieusement. Donc je pense qu'un petit peu d'anticipation, c'est souhaitable. Alors quand on descend, il y a le Sénat et la Chambre. Mais la Chambre, je pense déjà, il faut réduire le nombre des députés et le nombre des sénateurs, limiter à 2 mandats. Hein. On briguait un 3e, puis un 4e, quand on n'est pas les 3 avant à Paris, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, 2
deux mandats, c'est à mon avis largement suffisant pour faire son travail correctement. Réduire le nombre, bien sûr éviter tout ce qui est cumul d'emplois, démission obligatoire pour les grands fonctionnaires. De la même manière, je trouve que les élus locaux, quand ils sont fonctionnaires, par exemple quand ils sont élus à la mairie et fonctionnaires au conseil général ou réciproquement, ils devraient faire la même chose. Moi je trouve que ça serait un petit peu normal. Voilà. Donc les députés, le rôle du député, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de fabriquer les lois, et les Sénats, à mon avis, doivent être réduits en nombre considérablement et tout à fait réformés dans le fonctionnement, et je vous avais donné une piste tout à l'heure, l'idée de contrôler notamment les lois, et je pense qu'on pourrait avoir un Sénat qui lance des grandes enquêtes de contrôle sénatorial, comme on le connaît un peu aux États-Unis. Là, il y aurait de vraies fonctions qui peuvent être très intéressantes sur des grands sujets de société. On met le Sénat au travail à fond pour faire des enquêtes. Avec une limitation d'âge au Sénat. Ben, j'arrive dans un âge où ça commence à me déranger. Non, moi. non, non, mais il y en a qui sont... Vous savez, il suffit de pas réélire les gens. Hein. Moi, je ne suis pas trop pour les interdits. Je préfère que les citoyens prennent leurs responsabilités. Quand il y a des gens qui ne sont pas bons, ce n'est pas des règlements qui règlent le problème, mais qu'on ne les réalise pas. Et par contre, il y a des gens d'un âge très avancé. Vous savez, Clémenceau, député du Var, hein, il a commencé à être performant, à produire un petit peu à 67 ans. Hein. Voilà, donc c'est très variable. Si on avait, s'il y avait une limite d'âge à 65 ans, par exemple... Oui, il y en a 80, c'est tout à fait... Ouais, c'est excessif, c'est sûr. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Ça, c'est absolument évident. C'est ça que je voulais dire. Donc ensuite, bien sûr, pour ce qui est des collectivités locales, moi je suis tout à fait favorable à la fusion des régions et des départements. Je trouve que l'idée du conseiller territorial qui représentait un petit territoire, qui allait représenter son petit territoire au niveau du département et au niveau de la région, était une très bonne idée. Je suis fondamentalement contre les scrutins de liste. Le scrutin de liste, c'est se donner un blanc-seing aux partis, et aux partis, on sait ce qu'ils en font depuis des années. Hein. De Gaulle le disait, c'est pas les partis qui gouvernent, c'est le peuple qui décide. Voilà. Donc je trouve que c'est fondamental. Donc je suis de la même manière totalement opposé à la proportionnelle intégrale. On en met une petite dose, si ça fait plaisir à certains partis qui ont des difficultés à trouver des alliés pour avoir des majorités, pourquoi pas. Mais en totalité, c'est absolument impossible. Et ensuite, je crois qu'au niveau des communes et des agglomérations, l'agglomération, c'est la modernité, c'est la mise en moyen de commun, c'est les métropoles, c'est le renforcement et la centralisation sur des grands groupes, mais il faut le faire dans le respect de l'individualité, de la personnalité des communes, et les maires restent des personnages tout à fait importants. Voilà donc à peu près ma vision de la structuration politique. Alors bien sûr, interdiction d'embaucher ses enfants en famille ou autre, bien que ça ne serve strictement à rien, parce qu'on l'a vu au Conseil européen, au niveau européen, ils s'embauchent mutuellement les épouses. Donc voilà. Mais il y en a 180 au niveau de l'intercommunalité, la métropole aussi. En France ? Oui. En France, oui, au moins. Au moins Et puis quand on remonte dans l'histoire, il y en a certains qui l'ont fait il n'y a pas longtemps, et il y a encore des histoires qui tournent partout. À la Chambre, au Sénat, il y en a pas. Il faut faire tourner les 180. Et pas qu'au niveau des élus, au niveau des collectifs, de l'intercommunalité et de la métropole, pas tous. Le rapport de la Cour des comptes a montré qu'il y avait une consanguinité extrêmement importante. Oui, très importante, hein, je pense. Un autre thème. Oui. Le scrutin uninominal à un tour. Ah, ça c'est magnifique ça. C'est magnifique. Un tour, pas deux. Ça marche aux États-Unis. Bah oui. Partout en Angleterre. Ça marche en Angleterre. Oui. Un tour. Oui, je ne sais pas si les Français se seraient bien adaptés mentalement, je ne crois pas trop. Ils vont s'adapter. Je ne crois pas trop. On s'adapte Mais bien à autre chose. vous savez, moi, sur des choses de cet ordre-là, je Deux suis tours, il y a toujours pour maintenant. des expérimentations. On essaie, on On voit. se tape l'un sur l'autre et puis après on s'en va. L'expérimentation pour tous les domaines où on a des doutes ou autres, on n'a pas la culture de l'expérimentation en France, comme on n'a pas la culture de l'échec. Quelqu'un qui se plante avec une entreprise, on n'a pas tendance à l'aider pour en remonter une deuxième, parce que généralement c'est la troisième qui s'éclate et qui fait un truc extraordinaire. Pareil pour les grandes décisions. L'expérimentation, c'est quelque chose d'énorme. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais vous savez, avant de déstabiliser des choses comme ça, on a quand même beaucoup de réformes à faire en France, je crois, plus importantes, et il ne faut pas vouloir les faire non plus trop vite et trop brutalement, parce qu'on est un pays qui est dans une telle instabilité, une telle fragilité, qu'en ce moment, il faut du sérieux, de la prudence, et y aller touche par touche. Je pense qu'il faut être très énergique sur l'économie, y aller à fond. Le reste, ouvrir les portes de la 6ème République, des trucs, des machins, là on ne sait pas dans quoi on se lance, hein, ça peut prendre certains. Moi ça me fait un peu peur, même, parce que bon, la Constitution telle qu'elle est a ses défauts. Elle a quand même bien fonctionné depuis pas mal d'années. Debré l'avait fait pour De Gaulle.
sur mesure pour De Gaulle, mais elle a permis à beaucoup d'autres derrière de bien fonctionner. Mitterrand, ça n'est jamais plein, et les successeurs non plus. Hein. Voilà. On voit le résultat. Oui, mais le résultat, on peut peut-être le trouver autrement. Je pense que les éléments que j'ai donnés, c'est déjà pas mal de réformes, et si on en fait plus, c'est un peu brutal, peut-être un peu brutal. Vous voulez qu'on a... Oui, je voudrais revenir rapidement sur un point que vous avez évoqué en disant fusionner les régions et les départements. Oui. Je suis assez mitigé, si je puis dire, là-dessus, parce que les régions qu'on a fabriquées, ce sont des hyper-régions, des monstres. Hein. À ce moment-là, qu'on ait des régions équilibrées, mais les Hauts-de-France, je ne sais pas si chacun d'entre nous sait ce que ça veut dire, les Hauts-de-France. On entend ça à tout bout de champ à la météo. Alors on arrive à cette situation qu'on a des régions hypertrophiées, alors que les départements ont quand même une certaine valeur. Bah, la proximité de l'électeur, le découpage fait par Napoléon n'était pas si bête que ça. Donc, je pense qu'il faut être un peu Le fusion ne veut pas dire disparition. Oui, parce qu'on peut très bien avoir des départements qui soient des sous-segments de la région. Mais ça permet de mettre vous savez, à l'heure actuelle, on fait des dossiers au département, on fait le même à la région, et ainsi de suite, et on recopie tout. L'idée, c'est d'éviter les doublons, et qu'il y ait une coordination. Le millefeuille administratif en France, il est remarquable. Commune, communauté de communes, et puis ensuite on monte jusqu'à l'État. Tout ça, doubles emplois, répétition, et c'est des situations qui sont génératrices de dépenses. Oui, mais alors justement, si vous envisagez la fusion, et ça paraît bien, quid du personnel? Parce que tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que quelles que soient les majorités dans les départements, on embauche, la région pareil. Donc c'est ce qui a fait exploser le personnel. Voilà. On entend tous les candidats dire, moi je vais supprimer 50, 60, 100 000 fonctionnaires. Bon. Quand on a travaillé un peu dans la fonction publique, quand on a des responsabilités, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on ne peut pas supprimer. Les pompiers, les infirmières, enfin je ne vais pas faire la liste. Puis après, il y a des fonctions qui sont indispensables, les routes, les écoles, les éléments, voilà tout ça. Donc je pense que déjà, moi je ne suis pas pour donner un chiffre de suppression. Je suis pour une réflexion de l'organisation de la structure publique d'une manière différente, qui doit aboutir à des économies parce qu'on n'a pas le choix. À l'heure actuelle, pour payer les fonctionnaires, tous les mois, on emprunte. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment, il va falloir restructurer les choses. Voilà. Ce qui ne veut pas dire suppression des services. Mais peut-être quand il y a deux services qui font la même chose, ben en faire un. Ou faire des mutualisations, comme on fait dans les agglomérations. C'est pareil, hein, dans les agglomérations, on fait des mutualisations, on se rend compte qu'on fait des économies. Donc c'est tout ce travail. Je pense qu'il y a une révolution culturelle à faire dans la fonction publique, qui est fondamentale. Plus importante que les décisions techniques. Plus la territoriale. Oui, que la nationale ont déjà tellement souffert qu'ils sont pris à la gorge. Oui, et puis, non, mais la territoriale... Il y a de la marge encore pour mieux organiser les choses. C'est indispensable. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Voilà, je vais exposer un petit peu mes idées. On a beau avoir les meilleures idées du monde, être le meilleur du monde. Si ça ne se sait pas, ça ne sert strictement à rien. Et si c'est pas porté, c'est pareil. Donc moi j'ai besoin de vous. Si vous avez apprécié tout ce qu'on a dit ce soir, j'ai besoin de vous pour porter tout ça autour de vous, en parler autour de vous. S'il y en a qui veulent nous aider à faire connaître, nous on travaille déjà, on a eu déjà une couverture presse qui se calme un peu ces temps-ci. Pas tout à fait spontanément, mais qui se calme ces temps-ci. Et oui, c'est ça, vous avez la politique, c'est compliqué par moment. Voilà. Donc une couverture presse, on a un site internet. Sur les papiers qui sont là, vous avez les adresses internet si vous voulez revoir un peu les thèmes principaux. On est sur Facebook, sur Twitter. On tracte, on fait des réunions. Et vous avez le programme de toutes les réunions jusqu'à la dernière grande réunion qu'on va faire à l'UPV le 8 juin sur la place de la Liberté. J'aimerais tous vous y voir, ça me ferait très très plaisir. Voilà, et donc l'équipe est déjà nombreuse, ça fait 8 mois que je suis sur le coup. L'équipe, ça fait plus de 2 mois qui travaille intensément à l'heure actuelle. On a besoin encore de mains, de petites mains. S'il y en a qui veulent venir nous aider pour tracter, pour boiter, pour organiser les réunions, pour aller rencontrer les gens. Parce que vous savez, dans la circonscription, il y a 80 000 personnes. Ça fait 45 000 boîtes aux lettres, pour vous donner une idée. Moi, je ne peux pas aller rencontrer tout le monde. Donc, ça serait bien que demain, j'ai des petites équipes qui aillent à droite, à gauche, parler de tout ça. Mon voisin m'a posé une question. Vous pouvez rappeler, Philippe, l'espace de la première circonscription? La circonscription, c'est simple. C'est tout Toulon, et que Toulon, sauf l'Escaillon et les routes. Grosso modo. Il y a plus d'Antelé, c'est tout ça.
C'est une grande partie de la ville. C'est énorme. Voilà, donc moi, si vous pouvez nous aider, je ne suis que demandeur, bien sûr, et ça me fait plaisir. Ça me fait déjà très plaisir de vous avoir ce soir. Je crois qu'on a mis en route une dynamique qui est en train de porter. Moi, honnêtement, à un moment, j'avais hésité la candidature. J'ai un peu tâté le terrain. C'est les retours que j'ai eus qui m'ont porté complètement. Et à l'heure actuelle, la mobilisation des Toulonnais me porte complètement. Quand je vais partout, tout le monde me dit oui, oui, vous avez raison, il faut faire, il faut renouvellement. On a l'impression que ça correspond à un besoin, que ça correspond à un manque dans cette ville. Et je crois qu'il faut renouveler un petit peu la classe politique. Il faut faire de la politique. Bon, tout le monde dit qu'il va faire de la politique différemment, mais différemment, ça veut dire de la transparence, de la disponibilité et comme je disais tout à l'heure, de la morale et un peu de courage. C'est tout à fait important. Je crois qu'on est en train de créer une espérance et moi j'espère que l'expérience et la confiance que je peux vous apporter vous satisfera et je vous remercie encore une fois de plus d'être là tous ce soir et on va conclure ça bien tranquillement en buvant un verre de l'amitié. Et que ceux qui veulent participer activement à la campagne n'hésitent pas à venir s'inscrire auprès de Morgane qui est là et nous donner vos coordonnées, mail et téléphone. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus.